Bienvenue sur cette deuxième édition de Common Geeks, l'émission qui décrypte la communication et le marketing dans les milieux du gaming, du streaming et de la pop culture. Ravi de vous retrouver pour cette deuxième édition. Cette émission va se dérouler en 4 parties. Première partie, je vous parle de 4 nouvelles tendances en communication pour 2025 et on va en traiter une en plus profondément. On va parler du storytelling à la première personne, donc là peut-être que ça vous dit rien, mais vous allez vite comprendre et ça va clairement vous parler. Ensuite, deuxième partie, on décryptera la communication et tout ce qui a touché autour du marketing de la sortie de la Switch 2. Donc comment Nintendo a tout simplement communiqué sur la sortie de sa console. Il y a eu des petits couacs, on en parlera, il y a eu des choses bien aussi, donc on verra tout ça. Ensuite, ça sera notre ami Didouce du coup qui viendra et qui répondra à mes questions. On ira l'accueillir comme il se doit et elle passera sur le grill de l'interview cocotte. Et puis on terminera par analyser ensemble un nouveau compte Instagram. On avait fait le mois dernier le compte d'Ira Elias et aujourd'hui on va faire le compte Insta d'un autre streamer qui s'appelle Yoshi Rokai. Je sais pas s'il sera parmi nous, s'il passera, j'ai pas eu trop de ses nouvelles. Mais bon, quoi qu'il en soit, nous on fera le job quand même. Voilà. Du coup, Nightwatch, c'est notre partie, notre chronique sur les tendances en communication 2025. On en a traité une le mois dernier, on avait traité de... J'ai un trou. Si, on avait traité de l'IA générative, la meuf, elle sait même plus ce qu'elle fait. On avait traité de l'IA générative, qui était donc un gros morceau. Aujourd'hui, je voulais vous parler rapidement de 3 tendances, autres tendances de 2025. Et la 4e, donc le storytelling à la première personne, qu'on va détailler un peu plus. Donc parmi ces tendances, il y a les newsletters de niche. Qui parmi vous est inscrite à au moins une newsletter? Il y a beaucoup de newsletters, tout le monde veut faire sa newsletter, et c'est pas pour rien. Si votre newsletter, elle est bien orientée sur un public particulier et sur un sujet particulier, ça marche très très bien. Pour vous faire connaître, pour vendre vos produits si vous avez des produits à vendre, etc. Donc, c'est un outil qui est utilisé depuis très longtemps, mais ça revient en tendance, parfait pour se faire connaître, partager son expertise et parler de ses produits et services. Bon, voilà, je vous résume en fait ce que je viens de dire. Donc, ça est utilisé depuis très longtemps, mais pourquoi j'en reparle? Parce que ça compte les newsletters de boutique. Bah oui, c'est une newsletter de boutique, c'est une newsletter. Si elle t'apporte des infos sur leur fonctionnement, par exemple sur leurs produits, etc., c'est une newsletter. Après, quand je parle de newsletter de niche, ça va être plus vraiment sur un public particulier avec un objectif particulier, un sujet particulier. Notamment, moi, dans l'entrepreneuriat, je suis pas mal de personnes et je reçois certaines newsletters qui, du coup, sont vraiment en lien avec ce que propose la personne et avec son axe de communication, pour le coup. Et partager une actualité en particulier. Exactement, exactement. Il peut y avoir toutes sortes sur les newsletters, on peut avoir un rythme qui est variable. On peut faire une fois par mois si voilà, on met un mode voilà, les news mensuelles de l'entreprise pour des boutiques, des produits, etc. Après, ça peut être tous les 15 jours aussi, quand on a sur quelques mois par exemple, quand on a une actu chaude, des événements, un événement qui arrive, etc. Et après, on peut faire même une fois toutes les semaines. Mais c'est une fois toutes les semaines, je trouve que c'est un peu lourd. Parce qu'on reçoit beaucoup de mails. Et une newsletter une fois par semaine, ça peut être très lourd. En plus, il faut la regarder, il faut la décortiquer, etc. Enfin voilà. Si c'est pour être noyé dessus et ne plus les regarder au bout de 2 jours, ça sert à rien, quoi. Un jour spécial et donc faire des promotions ou des annonces en lien. Exactement, exactement. Ça peut être un jour spécial. Après, une newsletter, pour appeler ça une newsletter, il faut que ça soit régulier dans le temps. Sinon, c'est juste un mail promotionnel.
faut qu'une newsletter, ça soit régulier, donc soit tous les mois, soit tous les 15 jours, etc. Et il faut un format qui est assez similaire et qui, du coup, se répète. Et coucou les no! Comment ça va ici? Ça va chaudement, mais ça va. J'espère que toi aussi tu vas bien et que tu survis à cette chaleur. Donc ça, c'est une des tendances de 2025. Autre tendance, les réseaux sociaux comme médias. Kisako, qu'est-ce qu'elle veut dire, la madame? Elle veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes, enfin les jeunes, la plupart d'entre nous, euh, en tout cas de ma génération et des générations, on va dire, vivantes, on regarde plus la télé, on regarde plus les infos à la télé, on regarde les infos et on s'informe par les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus les nouveaux médias, en fait, pour ces jeunes générations. La Gen Z et Alpha cherchent des informations aujourd'hui plus facilement sur TikTok que sur Google. YouTube aussi est une source d'information beaucoup plus aujourd'hui encore que la télé, par exemple. Et les réseaux deviennent de vrais médias au même titre que les journaux ou que la télé, justement. On a par exemple des gens et des influenceurs qui ont qui sont clairement un exemple. Je pense par exemple à Hugo Décrypte. Hugo Décrypte qui est donc qui a plein qui Hugo Décrypte pop, Hugo Décrypte gaming, etc. Enfin bref, il a plein de variantes de comptes sur Insta et sur TikTok et sous format vidéo. Du coup, il donne des informations. Et donc du coup, c'est comme ça que les jeunes générations s'informent. Donc, il faut le prendre en compte. La TV, j'ai arrêté, sauf les jeux TV, mais c'est parce que je suis un boomer. Oui, bah voilà. Mais maintenant, il y a même des jeux aussi sur Twitch. Il y a des choses qui... En fait, il y a des passerelles qui se font entre la télé et les réseaux sociaux parce que, ils ont bien compris que... je pense à France TV parce que France TV, ils sont assez innovateurs dans ce sens-là. Avec France TV Slash, avec la chaîne Twitch, du coup, ils font des passerelles avec les créateurs de contenu sur Twitch, comme je pense à Boat, l'émission de culture générale de Zerator, entre autres. Ils font des croisements parce qu'ils comprennent bien que les jeunes générations sont plus sur Twitch et sur les réseaux sociaux que devant la télévision. Donc voilà. En vrai, la télé, j'ai arrêté parce que c'était le domaine réservé de mes parents, donc je devais regarder leur programme ou pas regarder. Ouais, donc là, il y avait ça aussi. J'ai arrêté depuis longtemps la TV aussi. Voilà. Donc là, on a bien un exemple que on arrête tous progressivement la télé, on s'en sert comme voilà, objet pour regarder Netflix, le streaming et compagnie, mais on regarde plus vraiment les chaînes de télé. Puis alors avec les chaînes de télé, les chaînes d'information en continu, c'est encore pire. Troisième autre tendance, le concept du zero-click content. Donc c'est quoi le zero-click content? C'est très en vogue en Amérique du Nord, donc ça va arriver progressivement chez nous. Ça commence à arriver, mais c'est quand même encore très en vogue aux États-Unis. Ce concept met en avant des contenus de valeur qui sont entièrement accessibles gratuitement, sans devoir faire des clics en plus. Voilà. Zero click content, ça veut dire zéro clic en fait. Donc c'est tous les posts que vous voyez sur Instagram par exemple, de personnes qui vont qui vont vous informer, qui vont vous vulgariser des concepts, qui vont vous expliquer quelque chose gratuitement. En fait, elles vous donnent du savoir, une partie de leur savoir gratuitement, sans que vous ayez à cliquer quelque part, donc sans devoir aller sur un blog, sans devoir aller sur un autre réseau ou sur un site ou que sais-je. Du coup, vous scrollez, vous tombez sur la publication et vous avez déjà ce contenu-là. Sans pression ni rien, mais disons que naturellement, j'ai choisi le PC où je maîtrisais le programme. Ouais. Il y a ça aussi, il y a la liberté, effectivement, de choisir... À la Fabien Olicard, par exemple, j'espère que j'écris bien le nom. Oui, il me semble que c'est comme ça que ça s'écrit. Et effectivement, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc on fournit, c'est comme par exemple, euh, ça sert de promotion, mais quelque part c'est un morceau de contenu gratuit. C'est comme les humoristes qui vont mettre des extraits de leur spectacle disponibles sur TikTok. Voilà, ils le font vraiment, ils le font gratuitement, et ça sert de promotion finalement à leur, leur spectacle pour que les spectateurs intéressés aillent voir le spectacle en direct. Mais du coup, ils fournissent là un contenu gratuit.
C'est un peu le même, c'est même le même principe. C'est du contenu court mais informatif. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et c'est quelque chose en fait que tu pourrais avoir de façon payante, mais pour te faire connaître et pour montrer ton expertise, tu vas le donner de façon gratuite. Voilà. Et donc, on arrive au storytelling à la première personne. Comme on a parlé d'IA le mois dernier, ben pour lutter contre la froideur apparente de l'IA, l'humain a aujourd'hui une place de plus en plus cruciale dans la communication et on va traiter donc tout ça sur cette chronique. En Amérique du Nord, les humoristes ont même des séquences dédiées pour le partage en ligne de leurs spectacles. Ouais, tout à fait. Et il y a de plus en plus d'humoristes aussi qui font des parties un petit peu TikTokables pour justement pouvoir les mettre après sur les réseaux. Alors, mise en situation pour comprendre ce qu'est le storytelling à la première personne. Vous ouvrez YouTube et vous tombez sur une vidéo intitulée « Comment ce jeu m'a sauvé la vie ». Déjà, même si vous vous dites peut-être, bon, il y a un peu de putaclic, c'est fait pour cliquer, etc., etc., ça titille quand même votre curiosité. Vous allez cliquer du coup sur la vidéo, intrigué, et là, vous allez découvrir bien plus en fait qu'un simple test de jeu. Vous allez découvrir une histoire personnelle. Vous allez découvrir un joueur, ses défis, ses triomphes, et quelles conséquences du coup ce jeu va avoir sur sa vie. Et ça, ça marche. C'est pas un simple test de jeu. C'est pas que le titre, qui fait le clic. C'est aussi la qualité de la proposition derrière. Mais du coup, avec ce titre et avec derrière une histoire, une vidéo plus tournée autour de l'expérience humaine et autour de la personne, et ben c'est ça qui marche. Aujourd'hui, le storytelling à la première personne, en fait, c'est le jeu qui devient un outil puissant pour captiver, émouvoir et engager. Comment, du coup, cette tendance, elle se note dans la com gaming et pop culture? Déjà, avec YouTube. YouTube, c'est là depuis longtemps, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, YouTube, c'est un peu une quête d'authenticité, étrangement. Selon une étude de Think with Google, les utilisateurs se perdent sur YouTube pour plusieurs choses. Pour apprendre à rire. Apprendre à rire. Il y avait une virgule dans ma phrase. Pour apprendre, pour rire, pour se renseigner sur la pop culture, pour écouter leur musique préférée. D'après l'étude, c'est ces 5 choses-là. 4 choses. C'est ces 4 choses-là qui, du coup, que les utilisateurs de YouTube vont chercher sur YouTube. Coucou Ira, t'es en retard. J'espère que tu vas bien, que t'as pas eu trop chaud aujourd'hui. Et les utilisateurs, pourquoi je vous ai mis 4 fois plus préférés, c'est que les utilisateurs préfèrent 4 fois plus regarder des vidéos sur YouTube que sur n'importe quelle autre plateforme vidéo. Pourquoi? Parce que sur YouTube, on trouve des contenus authentiques, notamment les récits personnels. Donc on retrouve ça, on retrouve dans ces contenus-là, on retrouve beaucoup ces contenus-là sur YouTube. Ensuite, cette tendance du storytelling à la première personne, elle est sur Twitch très vite repérable avec l'essor du just chatting. Donc, je sais pas si vous savez pour la petite histoire, mais au début de Twitch, elle perd le fil à cause de mes blagues douteuses. Qu'est-ce que je disais? Voilà, je vais perdu. Oui, pour ceux qui ne connaissent pas Twitch, qui ne connaissent pas bien Twitch et qui ne connaissent pas trop son histoire, au début de Twitch, on ne pouvait pas ni mettre de caméra, donc on ne pouvait pas voir vos têtes. On ne pouvait pas faire de la discussion pure. Il fallait en fait streamer votre écran de jeu et simplement jouer. Et commenter en jouant. Mais pas de just chatting, pas de caméra. Ça, c'était vraiment à l'origine de Twitch. Voilà, 100% contenu gaming, exactement.
Sauf que depuis en 2024, la catégorie de discussion avec le streamer ou la streameuse, donc en plein écran, c'est ça le just chatting pour ceux qui ne connaissent pas, euh, est devenue la catégorie la plus regardée. Donc aujourd'hui, les gens qui viennent sur Twitch, en premier lieu, ils veulent voir du just chatting. Avec ensuite du gaming, potentiellement, ou d'autres types d'activités, mais ils viennent pour le just chatting. Voilà. Et ça montre bien du coup que les viewers et les followers cherchent du coup à communiquer plus avec l'influenceur, avec le streamer, avec le créateur de contenu. Et grâce à ça, le créateur partage ses anecdotes perso, leur avis sur plein de sujets. Et merci Trouble pour le resub, merci beaucoup. 4 mois, merci beaucoup, c'est incroyable. Merci. Vous faites exprès hein, pour me perturber. Donc le créateur, il partage ses anecdotes pro, son avis sur plein de sujets, et ça crée une proximité avec son audience. Et donc c'est ça aussi le storytelling à la première partie. C'est mettre la personne au centre de son contenu en fait. Cette explication, enfin ce storytelling à la première personne et cet essor du storytelling à la première personne, il est expliqué aussi par les neurosciences. Il y a un neuroéconomiste, Paul Gizac, qui a démontré que les récits personnels augmentent la production d'ocytocine, qui est une hormone favorisant la confiance et l'empathie. Donc en fait, plus vous parlez, je parle pour les créateurs de contenu qui sont avec nous ce soir, plus vous allez parler, ou pour même les personnalités, ou même pour les marques, parce qu'aujourd'hui on verra que aussi les marques s'emploient à faire du just chatting, à faire du storytelling à la première personne, et à individualiser leur marque, parce que les gens veulent du contact personnel, puisque, voilà, donc de façon scientifique, ça crée de l'ocytocine, et du coup, cette ocytocine donne le sentiment de confiance et d'empathie envers les personnes. Voilà, en gros, racontez vos vies, ça vous fait sourire. Exactement, t'as tout compris. Marc Marc de la Flamme Marc Je sais pas si vous avez la ref, mais c'est pas grave. Moi, j'ai moi-même ma ref. Ils ont appliqué la méthode du luxe en magasin sur les réseaux sociaux. Ouais, tout à fait. Marc Et voilà, Marc est là dans le chat. C'est ça. En fait, aujourd'hui, et j'ai rencontré une, je sais même pas comment l'appeler, une influenceuse, on va dire, une personne dans la communication qui a aujourd'hui sa marque, qui a son entreprise, etc., etc. Et en fait, elle dit, donc c'est Caroline Mignot, et Caroline Mignot, elle dit « The future is personal ». Le futur est personnel. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, une marque ne peut pas se contenter d'être une marque et pas marque. Une marque, une entreprise sans visage, elle doit avoir, euh, elle doit avoir une identification par un humain. C'est pour ça qu'on voit aussi, par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, mais il y a plein de TikTok de Leclerc, par exemple, Leclerc machin, Leclerc truc, où ils mettent en scène leurs employés. Et il y a toujours, et il y a même certains Leclerc où c'est un employé en particulier qui fait tous les TikTok. Et du coup, c'est l'emblème de ce magasin et c'est comme ça que ça parle aux gens. Euh, Et on retrouve aussi, bien sûr, ce concept du storytelling à la première personne dans les jeux vidéo et dans la pop culture. Ils sont en accord, hein, les employés, ils sont pas forcés. Hein. Non, ils sont pas forcés. Hein. Enfin, j'imagine. Après, je suis pas dans ce genre de structure, mais en tout cas, ceux qui se mettent vraiment en scène pour des vidéos sont pas. Je pense qu'ils ont le choix, quoi. C'est des gens qui aiment bien au final.
Dans les jeux vidéo et dans la pop culture, on retrouve par exemple le jeu Céleste. Qui a fait Céleste? Qui connaît Céleste dans le chat? C'est un jeu qui est sorti en 2018 et qui aborde les luttes intérieures à travers l'histoire de Madeline. Donc là, on incarne donc ce personnage et à travers ce jeu, il y a de nombreux joueurs et streamers qui ont partagé comment le jeu avait résonné avec leur propre expérience de l'anxiété. Donc, j'ai fait Céleste en speedrun, je l'ai fait, ok. Et donc, du coup, est-ce que vous vous êtes retrouvés un petit peu dans cette histoire? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont touché par rapport au sujet abordé dans Céleste? Parce qu'il y a beaucoup eu de réactions sur le thème, en fait. Et les gens se sont identifiés avec ce jeu et ont pu partager, du coup, leur expérience face à l'anxiété. C'est des choses qui sont revenues pas mal sur les réseaux sociaux et qu'on fait aussi le succès de Céleste. Parce que, de parler de ses expériences parce que ce jeu vous fait parler, forcément, ça parle du jeu. Et donc, le jeu, ça lui fait de la publicité. Donc, le fait de s'identifier facilement à Madeline, ou en tout cas de s'identifier à ce que peut traverser Madeline, du coup, ça donne du pouvoir au jeu. Le fait que le jeu soit dur, c'est parce que Madeline trouve cette épreuve dure, mais à force, elle réussit à passer cette étape. Ouais. Ce message-là, en fait, ça a été clairement compris par les joueurs et ils se l'ont approprié, ça leur a rappelé des choses de leur propre vie. Ça se retrouve aussi sur les jeux à choix qui finalement révèlent la personnalité du joueur. Oui, exactement. Peu importe la thématique. Clairement. Parce que les jeux à choix, finalement, on met beaucoup de nous. C'est nous qui décidons. C'est pas le. Il y a des streamers et des créateurs de contenu et des joueurs qui réfléchissent un peu à ok, je suis ce personnage, donc comment est-ce qu'il répondrait. Mais en vrai, quand on fait ces jeux, c'est nous qui choisissons, donc forcément, là encore, on s'identifie. Il y a un autre. Là, de façon différente, il y a les studios Inner Sloth, qui sont les créateurs de Among Us, qui avaient partagé leurs échecs et leurs succès de manière très personnelle pendant la création du jeu et après la sortie du jeu. Et ça leur a permis de créer vraiment une forte connexion avec leur audience, avec leur communauté, de créer vraiment une communauté parce qu'ils ont été super transparents. Ils ont été, ils ont vraiment donné clairement les échecs comme les succès, parce que sur les réseaux sociaux, on a tendance à ne donner que les succès, sauf que de partager aussi ces échecs, ou en tout cas de les transformer et de dire, voilà, moi j'ai eu cette épreuve-là, j'ai fait ça, j'ai réussi à se faire ça, j'ai pas réussi à faire ça, j'ai ressenti ça, etc. Et ça parle à tout le monde, parce que là, du coup, que vous soyez développeur de jeu ou pas du tout, forcément, il y a un truc qui va résonner en vous parce qu'on a tous des hauts et des bas, on a tous des échecs dans la vie, on a tous aussi des succès, espérons-le. Mais du coup, on s'identifie. Et par conséquent, ça marche. LinkedIn, c'est le pire pour afficher ses réussites. Tu passes 5 minutes là-dessus, tu te sens nul. C'est pour ça que moi, je fais partie aussi des gens qui parlent aussi de leur échec. Sous un format. En fait, je dis pas forcément. J'essaye de le présenter de forme à ce que ça soit une expérience enrichissante et pas que ça soit du coup un échec en mode je suis une grosse merde et je vais jamais réussir, etc. Mais du coup, voilà, j'essaye de le tourner, mais je dis clairement quand ça a marché, quand ça a pas marché. Voilà. Et je trouve qu'on est quand même de plus en plus sur certains réseaux à le faire, même si on n'est pas assez. Peut-être que je serai avant-gardiste, comme mon surnom sur un certain Discord. Peut-être que je serai avant-gardiste de faire ça, mais du coup, moi, je pars du principe que donner aussi ces échecs, c'est montrer que ces échecs peuvent nous apporter des choses et que du coup, après, ça nous sert d'expérience pour améliorer les choses et s'adapter. C'est pas comme les mots de post en mode moi j'ai réussi ça, blablabla. Ouais. Moi je supporte plus les posts du style j'ai réussi à faire 10K en un mois avec cette méthode. Pff, ta gueule en fait, ta gueule. C'est tout de suite moi vendeur un post, je suis une merde, voilà, c'est tout, bonne journée. Oui, c'est sûr qu'il faut l'amener d'une façon intéressante quoi, parce que
Là, c'est un peu bon. Salut, je suis un gros caca. Merci d'être passé. Je pense aussi que parler de ces échecs ferait du bien aux réseaux sociaux qui mettent en scène une réussite absolue et donc créer des angoisses. Tout à fait. Et c'est une tendance qui arrive. Euh, L'authenticité sur les réseaux sociaux, c'est en train d'arriver. C'est justement ça que les gens veuillent. Et ça va avec ce concept de storytelling à la première personne. On veut de l'humain. On en a marre des belles nanas en maillot de bain sur des plages de Dubaï sur Instagram. D'accord. Pour nous parler d'un énième régime et d'une énième crème de beauté. On s'en fout de ça. On veut plus de ça. Aujourd'hui, on veut de l'authentique, on veut des vraies histoires et on veut des personnes à qui on peut s'identifier. Là, on ne peut pas s'identifier aujourd'hui. On ne peut plus s'identifier à ces choses-là. On veut du vrai. Euh, il y a une vraie pression sur cette jeune génération à l'image. Elle vous parlait trop là, du coup ça va trop vite. Il y a une vraie pression sur cette jeune génération à l'image de l'idéal des magasins féminins de l'époque. Ouais, bah complètement. On veut les brouillons de Leno et pas ces dessins finaux. Ah ouais, d'accord. Je pense pas que la plupart des gens sont des acteurs, Ira, mais c'est vrai que bah, du coup, on a eu cette tendance parfois, malgré nous, à se changer pour correspondre au réseau et pour pouvoir euh, réussir, entre guillemets, sur le réseau. Mais je pense qu'il y a un juste milieu aujourd'hui à adopter entre, oui, il faut utiliser les codes, mais en même temps, faire place et laisser la place à l'authenticité. D'ailleurs, j'ai un post Instagram qui va sortir bientôt sur ça. Voilà, je tease mon Instagram, n'hésitez pas. Réseaux sociaux. Euh, Autre exemple de ce storytelling à la première personne dans la pop culture, c'est les récits des joueurs de Donjons et Dragons. Aujourd'hui, les récits à la première personne de ces joueurs captivent des millions de spectateurs en créant une immersion totale. On le voit, les JDR, que ça soit devant la caméra ou que ça soit hors caméra, que ça soit raconté avec des dessins, que ça soit retranscrit à l'écrit, etc. Ça captive beaucoup de gens parce que c'est des personnages auxquels on peut s'identifier. Le joueur n'existe plus, c'est vraiment son personnage et le fait qu'il interprète et qu'il joue son personnage, bah forcément ça nous parle, ça nous intrigue, ça nous fait traverser des émotions. Et donc du coup, c'est une autre preuve que le storytelling à la première personne fonctionne sur les réseaux sociaux. Et enfin, je voudrais parler des cosplayers. Parce que ça c'est vous, savez-vous, les vidéos de cosplayers qui racontent eux-mêmes la création de leurs costumes génèrent 40% d'engagement de plus qu'un tuto neutre. Donc, les cosplayers qui vraiment se mettent en scène, parlent voix off ou en direct, qui racontent leurs galères, etc., les réussites, comment ils ont fait ci, comment ils ont fait ça, ça marche 40 fois mieux que des tutos classiques où on a une voix off neutre et où on voit jamais le cosplayer et où on a très peu finalement d'informations. Donc, là encore, c'est une des façons d'utiliser le storytelling à la première personne. Et oui, les cosplays. Alors, pourquoi est-ce que j'ai... non, pas encore. Excusez-moi, je vais trop vite. Je vous ai spoilé. Pourquoi et comment utiliser le storytelling à la première personne quand on est un créateur de contenu, un artisan de la pop culture ou un pro du domaine? Raison numéro 1, j'avais pas fait une slide. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, j'ai pas mis mes slides dans le bon ordre, tout va bien. Donc pourquoi? Première raison, humaniser sa marque, son identité de marque. Donc, il est pas...
Non, le PowerPoint n'est pas cassé, c'est juste moi qui suis cassé et qui n'est pas mis dans le bon ordre. Je sais pas ce que j'ai fait dans ma tête, mais du coup, j'ai mélangé mes pinceaux. Raison numéro un, je n'avais pas fait de slide. Si, il me semblait bien que j'avais fait une slide, mais voilà, elle était, je savais. Voilà. Donc, raison numéro un à l'utilisation de ce storytelling. Un, humaniser sa marque, son identité de marque. Ça va être dur, ce que je vais vous dire, mais en tant qu'artisan, en tant qu'artiste, en tant que créateur de contenu, vous êtes votre marque. Vous êtes une marque. Voilà. Oh, le gros mot. Vous êtes une marque. Vous êtes votre marque, mais vous êtes une marque. Non, toujours pas ce marque-là, Ira. Vous êtes une marque et vous devez avoir votre identité de marque. Avec Didouce, notamment, on avait travaillé son identité de marque. Elle était partie, elle avait déjà une identité de marque. On l'a retravaillée, on a fait en sorte que son identité de marque lui corresponde et s'adapte aussi à ce dont elle voulait parler sur les réseaux et ce qu'elle voulait montrer sur les réseaux sociaux. Raison numéro 2, ce storytelling, il sert à créer un lien émotionnel avec votre audience. Évidemment. L'authenticité, le fait que ça doit tourner autour de l'humain, le fait de donner des expériences personnelles, c'est pour créer une émotion, d'accord ? Pour qu'on puisse se reconnaître. Forcément, un post, une publication qui va fonctionner, c'est une publication qui va parler à votre audience parce qu'elle crée « Et coucou bonbon bleu ! Et coucou, incroyable, bienvenue ! Merci beaucoup pour le raid. Merci. Installez-vous, bonsoir, bonsoir. Et merci pour le follow, Zilizo. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Rouge, bleu. Coucou bonbon bleu, merci beaucoup. Bonsoir, bonsoir Zilizo, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, que ça s'est bien passé du coup avec Bonbon. Ça va ton live, ça s'est bien passé? Oui, ça va, merci beaucoup, ça va. Il fait chaud, mais ça va, on survit. J'espère que ton live s'est bien passé. Merci du coup d'avoir pensé à moi pour ton raid et d'être venu pour cette émission. Oui, tranquille, merci le ventilo. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Heureusement qu'il y a ces objets bénis. Non, ça va pas. On a eu le cerveau qui a fumé. Ah, mince. Bah écoute, du coup, Dark, repose ton cerveau. Tout va bien aller. Voilà. Maintenant, on fait une pause. T'étais sur quoi? Sur Blueprints? Je crois que j'ai vu ça, non? Ça serait logique avec le cerveau qui a fumé. Donc installez-vous, bonjour, bienvenue. Ce soir, émission spéciale, ça s'appelle Common Geeks. C'est une fois par mois. Et en fait, c'est une émission qui décrypte la communication et le marketing dans les milieux geeks. Et là, on est dans la première partie de l'émission qui s'appelle Night Watch. C'est l'analyse, la surveillance en fait des tendances. Et on traite là d'une tendance particulière qui s'appelle le storytelling à la première personne. Dépose son cerveau à côté de son PC. Pense à le reprendre quand même après, parce que t'en auras peut-être besoin, quoi. Milka a mangé mes notes? Non, mais non. Milka a mangé mon carnet avec les notes que j'avais prises. Oh non. Donc c'est vrai, le mythe, Léno du... Voilà, c'est pas le chien, mais c'est le lapin qui a mangé les notes. Incroyable. J'avais comme ça, aparté, j'avais parlé avec une autrice. Elle avait une de ses lectrices dont le lapin avait mangé le livre. Donc elle avait dû racheter le livre. Elle l'aimait beaucoup. Hein. Et, bon appétit, bonbon, bon appétit et merci beaucoup. Merci beaucoup pour les raids, c'est très gentil. Ouais, c'est ça, mon animal a mangé mes devoirs, c'est exactement ça. Ok, donc, merci beaucoup, on continue. Donc, deuxième raison, le lien émotionnel. Voilà, on doit créer de l'émotion, on doit faire vivre des émotions. Vous le savez, pour les créateurs de contenu, vous le savez, en stream, il faut faire vivre aussi des émotions. Ça passe avec le jeu, avec les jeux, mais aussi par le rire. Souvent, c'est par le rire. On va surtout sur Twitch. En tout cas, moi, je regarde souvent des gens qui me font rire. Parce que, bon, voilà. Mais il y a des gens aussi qui fonctionnent sur d'autres émotions, sur le clash, sur, voilà, d'autres formes de liens.
Et ça marche. Raison numéro 3, se différencier dans un univers, j'ai même oublié le V, voilà. Vous voyez que je me suis pas relue. Un univers saturé de contenu. Je vais rien vous apprendre, hein, des créateurs de contenu, que ça soit sur Twitch ou que ça soit sur Instagram ou sur TikTok, etc. Il y en a beaucoup, c'est un univers qui est très très occupé. Et le storytelling à la première personne, ça peut vous permettre de vous différencier justement parce que c'est en cours, d'accord? C'est une tendance, donc c'est en cours, mais c'est le moment de vous l'approprier, j'ai envie de vous dire. Là, c'est cadeau, c'est le moment de l'utiliser pour justement vous sortir un petit peu du lot. Elle a du mal avec l'addiction, elle a bu la streameuse. Non, elle a pas bu. Peut-être que j'ai pas bu assez. Hein. D'eau, je précise. Donc, du coup, je reviens en arrière puisque mes slides, c'était n'importe quoi. Ah, mais non, je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai fait. Non, ça y est, je sais. Les gens qui boivent en stream. Ouais, on se sait, hein, on se sait, Ira. Ça y est, j'ai compris ce que j'avais fait que ce que j'avais zappé. Ok. Donc, c'est pas grave. Je vais essayer de rattraper les pinceaux. Donc là, c'était pourquoi l'utiliser. Je vais vous donner un exemple, du coup, de comment bien l'utiliser. Un exemple concret. Et après, je vous donnerai des petits tips pratiques. J'aimerais vous parler ce soir d'une campagne qui a utilisé le storytelling à la première personne et qui a fonctionné. C'est la campagne de Xbox qui s'appelait Beyond Generation. L'objectif, c'était de promouvoir donc la compatibilité intergénérationnelle. Non, mais vous voyez que je me suis pas relue, c'est un scandale. Hein, intergénérationnelle de la Xbox XS, donc à sa sortie, plus mettre en avant la valeur émotionnelle du jeu vidéo familial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Xbox, pour la sortie, enfin pour la Xbox X et S, ont voulu mettre en avant une émotion, le fait de jouer ensemble à un jeu vidéo et de jouer sur différentes générations. Voilà, le lien de la famille. C'était très intelligent. Ils ont fait ça comment? Ils ont fait ça sur une pub YouTube de 3 minutes. Et le résultat, il a été incroyable puisque ça a généré plus de 11 millions de vues donc, sur la pub YouTube, des milliers de partages, un gros impact générationnel, et ça a même été repris après par la presse généraliste et la presse gaming. Donc tout ça, vous allez me dire, ça sert à quoi? Ok, ils ont bien partagé la pub, etc. Derrière, ils ont partagé la pub de la Xbox. Le but, c'est de faire de la pub sur la Xbox. Donc on n'a pas de chiffres concernant les ventes derrière, mais forcément, ça a eu un impact au niveau publicitaire. Donc c'était quoi exactement cette campagne? Elle ciblait les gamers adultes, les parents et les enfants qui jouent ensemble, et aussi les communautés qui sont sensibles à la dimension émotionnelle du gaming. En fait, la campagne elle se basait sur une histoire vraie qui était racontée à la première personne. C'était cette histoire tournée autour de la Xbox du père. Donc ça s'appelait la Xbox de mon père. Et en fait, c'est un jeune homme qui raconte comment, après la mort de son père, il a retrouvé leur vieille Xbox. Et il a ainsi pu se connecter avec cette Xbox au fantôme de son père grâce à un jeu de course. Donc en fait, en jouant au jeu de course avec cette vieille Xbox, il était connecté à son père décédé. Et du coup, ils rejouent contre ce fantôme pour revivre leurs souvenirs qu'ils avaient en commun. Et tout ça, donc, dans cette fameuse pub de 3 minutes. Ah oui, je connaissais l'histoire. Et ben, tu vois, je dis pas que des bêtises. Donc, le fait que ce récit, il soit intime, parce que là, on rentre dans l'intimité, le deuil, la perte d'un parent, etc., c'est très intime. On rentre dans l'intimité, dans l'universalité aussi, parce qu'on perd tous à un moment donné un proche dans notre famille. C'est le cycle de la vie, hein, Namatata. Du coup, ça parle forcément à tout le monde. Et ça fait écho aussi à beaucoup de joueurs qui partagent, ont partagé
les jeux vidéo avec leurs parents ou avec leurs grands-parents et qui partageront avec leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Euh, Et ensuite, ça va même plus loin parce que c'est aussi partager au sens large le jeu vidéo avec ses amis, etc. Donc, ça touche la corde sensible et c'est pour ça que ça a eu un gros impact. Quelle leçon du coup retenir de cette campagne? Que vendre une expérience émotionnelle, c'est beaucoup plus puissant que vendre juste un produit. Hein, parce que mettre en avant un produit c'est bien, mais ça suffit plus. Mettre en avant des histoires vécues, donc c'est des vrais. Enfin, ça part entre guillemets d'une histoire vraie, parce que c'est le papa qui est décédé et le garçon qui a retrouvé la vieille Xbox, et après ça part dans la fiction, on est d'accord. Mais voilà, ça part d'un constat de quelqu'un à qui, voilà, des choses comme ça sont arrivées. Et laissez les gens raconter leur propre légende avec votre produit. Ce qui a marché aussi, c'est que dans les repartages de cette pub, il y a des gens qui ont raconté du coup leur propre expérience, leur propre deuil, leur propre soirée jeux vidéo avec leurs copains. Moi, je jouais à la Wii avec ma tante, je faisais du bowling. Moi, je faisais ci, je faisais ça. Donc, et coucou Koala! Merci pour le follow, bienvenue, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir. Donc, chacun après a partagé sa propre légende, sa propre histoire par rapport à ça. Et donc, ça fait de l'engouement. Et forcément, ça fait du bien. Enfin, ça fait du bien à la marque, en tout cas. Coucou, ça va bien, merci. Et toi? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Et ajouter un code promo Kleenex. La leçon, parler de mort, ça marche bien. Quand c'est fait avec émotion, et puis mine de rien, je suis désolée, mais la mort c'est universel. La mort ça parlera forcément à tout le monde, on va tous y passer. On a forcément connu des gens qui y sont passés. Bref, voilà, plus ou moins loin, plus ou moins. Ça peut être aussi les animaux, ça peut être. Voilà, la mort c'est omniprésent, ça fait partie de la vie, et forcément ça crée une émotion forte chez les personnes. Donc faut le faire de façon intelligente. Xbox, ils ont trouvé une bonne façon de le faire. Faut quand même, c'est des sujets qui peuvent être un peu sensibles. Donc voilà, les sujets à forte valeur émotionnelle, faut faire attention à comment on les utilise quand même. Hop. Et ben oui, du coup on arrive là, forcément. Donc, comment bien l'utiliser? Maintenant qu'on a vu pourquoi, qu'on a vu une expérience réussie, comment bien l'utiliser? Pour vous, créateurs de contenu, pour vous, artisans de la pop culture, pour vous, artistes, partagez des expériences tout en restant authentiques. Partagez des expériences que vous avez vécues et ce qu'elles vous ont apporté. Le tout, voilà, c'est d'être dans le côté aussi positif, parce qu'on parlait des échecs, c'est bien de les dire, mais évidemment, il ne faut pas plomber non plus son audience et se dire, ah en fait, on est tous des merdes, on va tous crever, on va tous, c'est horrible, quoi. Non, il faut que ça soit quand même une expérience, qu'elle soit échec ou réussite, mais qu'elle ait qu'elle finisse sur un point positif dans le sens où, voilà, j'ai cet échec, j'ai fait ça, j'ai appris ça, et donc pour la prochaine fois, je ferai ça, par exemple. Utiliser la structure narrative. Donc là aussi, structure narrative, c'est cadeau pour vos posts, pour vos publications de texte, pour LinkedIn, même pour les vidéos. Vous partez d'une situation précise. Vous partez sur cette situation, il y a un problème. Dans cette situation, vous rencontrez un problème. Ce problème, vous réagissez. Et de votre réaction, vous en tirez une leçon. Et ça, cette structure-là, c'est vraiment la structure classique du storytelling à la première personne. Et ça va donner une autre dimension à vos publications. Et puis, bien choisir son réseau et le format adéquat. Ça me paraît, moi, évident, mais ça l'est pas pour tout le monde. Il y a, pour le storytelling à la première personne, des formats sur des réseaux pas spécifiques plus que d'autres. Par exemple, sur Instagram, le format vraiment pour le storytelling à la première personne, c'est la story. Donc les stories Instagram, là, vous pouvez y aller full aussi, première personne, storytelling. Threads, très très bon aussi pour tout ce qui est storytelling à la première personne.
Thread ou X ou Blue Sky, comme vous voulez. Moi, je reste convaincue que Thread, pour l'instant, c'est le meilleur outil, donc voilà. Pareil sur vos vidéos YouTube, sur des podcasts, sur... pas sur Twitch, parce que sur Twitch, c'est un peu différent, mais sur un format construit, le storytelling à la première personne, vous pouvez utiliser déjà cette structure narrative, et sur Twitch, ça va être plus le côté authentique, et de mettre en avant, du coup, votre personnalité, parce que je le répète, vous êtes votre marque. Donc, c'est important. J'essaye de ne pas être perturbée par vos bêtises. Mes conseils pratiques, parce que j'ai pas fini dans mes... Voilà, là je vous ai donné un petit peu des tips pour l'utiliser, mais d'autres conseils un peu plus pratico-pratiques. Structurez vos idées et vos récits avec des outils. Donc il y a Notion, mais ça peut être d'autres, je pense à Trello aussi, ou même un bête carnet où vous notez, où vous structurez vos idées et vos récits. Vous avez une idée d'un truc, d'un post, écrivez-le, notez-le. Vous avez envie de raconter quelque chose, notez-le et faites une espèce de brouillon, en fait, un espèce de schéma, en fait, sur ce que vous allez raconter et comment vous allez le raconter. Vous faites une ligne, vous faites une phrase, mais vous avez votre structure, et au moment de devoir créer le contenu, là, vous avez déjà quelque chose de bien structuré. Alors Notion, c'est plus compliqué que Trello. Moi, j'arrive pas avec Notion, j'arrive vraiment pas à m'y mettre. Trello me paraît plus simple et un peu plus... Notion, c'est un outil où tu peux faire vraiment beaucoup de choses. Tu peux faire des pages qui sont liées, etc., etc. C'est vachement bien. Je sais qu'il y a beaucoup de communicantes et de communicants qui l'utilisent. Moi, il me faudrait une formation Notion parce que vraiment, c'est quand même assez... Moi, je trouve que c'est assez complexe. Donc voilà. Mais pour ceux qui connaissent et qui maîtrisent déjà, ça peut être intéressant. Ensuite, bon bah là, je vais rien vous apprendre, je pense, mais utiliser, c'est plus là pour ceux qui... parce que je rappelle que l'émission, c'est aussi vulgarisé pour une audience qui ne connaît pas forcément. Donc il y a des petites choses qui peuvent paraître évidentes à certains, mais qui ne le seront pas pour d'autres. Utilisez aussi des outils de montage comme CapCut pour vos vidéos courtes. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, d'ailleurs, on en avait parlé avec Leno, juste mettre un clip, un extrait quelconque de votre stream et juste de monter caméra visuelle, hop, et je balance ça, ça suffit pas. Il faut aujourd'hui, pour justement se différencier dans tout l'océan de clips qu'on voit sur les réseaux, il faut que ça soit un peu plus monté, un zoom par-ci, un son par-là, etc., etc. Des flammes, j'en sais rien, voilà. Mais il faut que ça soit plus travaillé, plus travaillé qu'un clip traditionnel. Évidemment, les grands streamers, hein, ils n'ont pas besoin de retravailler leurs clips. Leur clip, c'est vraiment un extrait. Sauf que quand on est plus petit, comme la grande majorité des streamers que nous sommes, il faut retravailler les clips. Et donc là, CapCut peut être un outil intéressant pour ça. Ah ouais, Jira, moi je connais pas. Je sais que tu en avais déjà parlé, Jira, mais je connais pas. Même les grands streamers partagent des clips montés. S'il y en a, oui. Il y en a d'autres, il y en a non, mais il y en a, oui, effectivement. Des flammes, des dragons, des jantes colorées, des néons, etc. Et oui, ils ont des gens pour le faire aussi, forcément. Forcément. Donc forcément, c'est plus simple pour eux. Autre conseil, justement dans l'idée de gagner du temps parce que on est que nous et que on n'a pas justement de quoi payer des gens pour le faire, c'est se prévoir des templates. Un template, c'est un modèle de vos publications, un modèle que vous allez pouvoir réutiliser. Je pense notamment au carrousel sur Instagram. Vous allez vous faire un carrousel type sur un type de contenu précis avec vos couleurs, vos logos, vos éléments graphiques et vous le gardez. Et à chaque fois que vous allez faire cette série, par exemple,
de carrousel, vous allez prendre votre modèle et vous aurez juste à changer l'intérieur, vous aurez juste à changer le contenu, la forme sera déjà là, et du coup, vous n'aurez pas besoin de refaire et de réfléchir à la présentation, vous aurez déjà votre template. Et vous faites un template pour chaque, par exemple, je sais pas, vous avez 3 séries de publications différentes, vous avez un carrousel où vous racontez une expérience, donc un carrousel texte, vous avez un carrousel où vous parlez vous faites votre bilan de jeux faits dans le mois, vous avez une autre série où vous donnez des astuces de gaming, et ben vous faites un template pour les 3, et différents évidemment. Et après, vous avez juste du coup à les, blablabla, les reproduire, du coup, et changer le contenu seulement. Ah bah oui, on est à la fin du coup de cette première partie. On est très en retard, hein, du coup, vous avez beaucoup parlé. Non mais c'est bien, mais on est très en retard, donc on essaiera d'aller un peu plus vite. Donc la petite conclusion, c'est que dans ce monde numérique qui est saturé, la voix humaine et authentique et personnelle, c'est celle qui résonne le plus aujourd'hui et qui va résonner le plus dans l'avenir. Donc en partageant vos histoires, vous créez pas seulement du contenu, vous tissez des liens, vous inspirez, vous engagez. Et c'est ça ce qui intéresse aussi dans les réseaux sociaux. La streameuse accuse le chat, toujours, toujours.